Nous sommes arrivés à Tréguier de nuit, après une petite heure de remontée de la rivière. En ce début décembre, il gelait la nuit, et notre chauffage avait justement décidé de tomber en panne. Le lendemain matin, en discutant avec nos voisins de ponton, voilà que vient nous voir une cinquième personne, qui passait justement par là. J'ai plusieurs petits chauffages électriques dans mon bateau, je peux vous en prêter un ? Le bateau en question est tout au bout du ponton. En aluminium, 20 mètres de long, avec un mât faisant 3 fois la hauteur du nôtre. Gwenmore a des airs de grand large. Et, en le regardant, on devine les aventures dans les glaces qui nous font tant rêver. Escale de vie, le podcast de Voyage en patrimoine. Bonjour Jean-Claude. Si aujourd'hui nous sommes ici à discuter sur Passepartout, c'est en grande partie grâce à nos métiers d'artisans qui nous ont permis de restaurer nos bateaux. Je crois que pour toi, l'histoire a aussi commencé par l'apprentissage d'un métier manuel. Moi, ma première formation, c'était menuisier charpentier, avec une partie bois. Et comme je me trouvais mal payé dans ce monde du bâtiment à l'époque où moi je travaillais, donc je me suis dit autant refaire une formation supplémentaire. Donc j'ai fait un bac technique, donc sur la résistance des matériaux et sur la mise en œuvre de différentes charpentes, soit métalliques, soit bois. Les premières poutres, on a mis les collées. Et de là, je me suis dit pourquoi pas aller un peu plus loin. Donc j'ai fait encore un peu de formation sur la chaudronnerie. Et puis ensuite, j'ai totalement arrêté. J'ai laissé tomber le bâtiment, je suis parti faire autre chose. Je me suis retrouvé dans un magasin de bricolage, bien sûr. J'ai monté plusieurs rayons, des coupes bois. J'ai fait après la vente auprès des professionnels, des maçons, menuisiers et autres. Et puis un jour, je me suis dit, c'est bon, on arrête tout et on va se promener. Et je suis allé me promener. Donc après, ça a été le début de la navigation. Et tout ce que j'avais appris, ça m'a servi tout au long de ma vie. Et ça me sert encore aujourd'hui. Donc, un peu touche à tout, quoi. Aussi bien en électricité qu'en plomberie, qu'en chaudronnerie, en accastillage, en tout. On l'apprend au fur et à mesure des navigations, on apprend tout ça. Ou alors si on ne l'apprend pas, il faut avoir un portefeuille relativement bien garni. Et c'est le nerf de la guerre qui m'a aussi un peu obligé à m'impliquer dans tout ce que j'ai fait. Et m'impliquer énormément parce que j'ai pas les moyens de me construire un bateau non plus. Donc il fallait absolument me servir de ce que je savais faire. Et c'est ce que j'ai fait. J'aurais pu me faire construire un bateau. C'est impossible aujourd'hui. C'est trop d'argent. Quand on prend l'exemple d'un Boréal, quand on prend l'exemple de ces bateaux-là qui arrivent et qui, bien souvent, qui dépassent le million d'euros, qui aujourd'hui, par les fortunés, peuvent se permettre ça. Tandis que moi, je me suis permis de me faire un bateau pour pas trop cher, quoi. Avec peu de moyens. À partir du moment où on s'investit. Parce que c'est simple de rester sur son cul dans un canapé puis de faire construire son bateau. Mais quand il faut s'impliquer, c'est du temps. Il faut être motivé, il ne faut pas lâcher. C'est combien de bateaux ont été construits dans les années 70. Énormément de bateaux ont été construits. C'était l'époque de l'unité amateur. Sur 100 bateaux de construits, environ une dizaine étaient terminés. Et peut-être qu'il y en avait 2, voire 3 qui arrivaient à partir. Et peut-être un qui finissait un tour du monde. Et toi, Gwenmore, c'est un chantier qui t'a pris combien d'années ? Moi, quand j'ai construit le bateau, c'est du temps. Et du temps, moi je l'ai mis sur 4 ans. Mais il y en a, ils le mettent sur 10 ans, 15 ans. Que sera la vie dans 15 ans ? Quand on commence le bateau, on commence à 2, mais souvent tu finis tout seul, parce que la vie a décidé autrement. Et on s'essouffle sur 15 ans. Moi, je ne voyais pas mener un projet comme ça, en dilettante, venir un week-end ou les vacances pour construire un bateau. Jamais j'aurais pu le construire. Il faut s'impliquer, mais s'impliquer du début à la fin, et on continue. Sinon, on ne peut pas s'en tirer.
Même vous, votre bateau, est-ce que le faire sur le temps libre, est-ce que c'était faisable? Non, bah c'est pareil, il nous fallait 6 ans là si on faisait ça en dilettante. Clairement. On peut pas. Bah et puis quoi, financièrement en fait. Oui. On peut pas juste louer un chantier pour garder un bateau Non, 6 ans, non. donc Non. à un moment Non, on n'a c'est- pas eu le choix non plus quoi. Quand tu prends un projet de construction ou de rénovation d'un bateau, si c'est pour partir, faut mener ça le plus rapidement possible. Ou alors avoir le moyen de le faire aussi. Mais quand on le fait soi-même, il faut aller vite. Il faut aller vite parce que sinon on s'en sort pas. Moi j'ai trop d'exemples autour de moi de bateaux qui sont encore dans le fond des jardins. Et c'est dommage parce qu'il y a eu du temps, il y a eu beaucoup d'argent investi. Bien souvent c'était une catastrophe familiale parce que les gens se sont séparés. Et tout ça pour en laisser un tas de ferraille dans un jardin. Il y a que bien souvent c'est des chantiers collectifs. Ici il y avait 3 ou 4 bateaux d'un hangar qui étaient prêtés par un agriculteur. Et bien souvent il y a une forme d'entraide. Et puis au fil du temps ça s'est étiolé. Et puis les gens sont devenus un peu plus individualistes. Et puis ça s'est terminé. Puis il y en a qui n'étaient pas capables de se passer des autres. Donc ou alors il fallait qu'ils passent beaucoup de temps. Moi j'en ai vu sur leur intérieur de bateau mettre 10 ans pour faire un intérieur de bateau. Pinailleur, trop respectueux du détail et puis jamais content. Tu peux pas mener un chantier comme ça. On y va à l'essentiel et puis on finit du mieux qu'on peut. Et ce qui compte c'est partir. Parce que si ce qui compte c'est construire un bateau, tu te fais une maquette et puis c'est bon quoi. Tu vis dans ta maquette. Mais non, il faut aller vite. Moi j'ai toujours dit de toute façon un projet comme ça faut le mener rapidement. Sinon c'est pas possible. Si on remonte un peu le temps, bien avant de vouloir construire ton bateau, comment t'es arrivé à la voile? Par hasard. Parce que j'ai une période de ma vie où j'ai participé aux émissions de carbone, CO2. J'ai fait énormément. J'ai fait quelques saisons de course automobile. Et puis dans le milieu automobile, j'ai rencontré des gens qui faisaient de la voile. Ils m'ont dit c'est super la voile. Ah bon, c'est super la voile. Bon, on va aller voir si c'est si super que ça. Et puis tout comme ça m'a plu. Et puis monsieur après tout c'est peut-être pas une mauvaise chose. Et puis le jour où j'ai eu l'opportunité, quand j'ai tout plaqué, j'ai décidé que j'en avais ras-le-bol de la société, que je voulais être un peu tranquille et libre. J'ai tout planté et puis je suis parti en bateau. Je me suis barré. J'ai dit allez hop c'est bon. Direction le Canada.
Je suis parti en tant qu'accompagnateur mousse sur un bateau de propriétaire. Et il s'avère qu'avec ce propriétaire, j'ai fait un bon bout de chemin. Un joli bateau en plus. Le skipper s'étant fâché, brouillé avec le propriétaire. Moi j'ai récupéré la place, par opportunité quoi. Et je suis resté avec lui pendant un petit moment. C'est ce qui a été le début de ma carrière professionnelle dans la voile. Hein. C'était pas mal. On a fait quelques belles choses. Hein. Ouais. Si je parle, quand tu travailles sur un bateau de propriétaire, c'est quelqu'un qui est fortuné, qui ne sait pas naviguer et qui s'octroie un skipper. C'est-à-dire qu'il a quelqu'un à bord, ou voire 2, voire 3 personnes, suivant la longueur du bateau. Entre autres, là on était des fois 2. Et t'es capitaine sur le bateau. Voilà. Et puis lui, il dit voilà, demain je pars, et puis dans 15 jours on se retrouve aux Açores, on se retrouve au Portugal. Donc toi tu convoies le bateau, tu l'emmènes où monsieur a dit, puis quand monsieur arrive, le bateau est prêt, puis on va faire une petite croisière. Et puis un mois ou 2 après, être rentré, il faudrait peut-être qu'on aille faire un tour en Grèce. Bon, on mène le bateau en Grèce. Et c'est assez sympa, mais c'est aussi plier aux exigences de ce genre de personnage, quoi. Faut les supporter. Puis à un moment tu dis non, c'est bon. Maintenant c'est moi le propriétaire. Je ne travaille plus pour eux. Alors, c'est assez compliqué. Des gens qui ont de drôles d'idées bien souvent, puis qui reçoivent souvent des amis, c'est des capricieux. Hein. Ils ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas partir aujourd'hui parce qu'il y a trop de vent. Ça, pour eux, ils ne comprennent pas ça. Il faut leur faire comprendre avec beaucoup de diplomatie qu'aujourd'hui, c'est préférable de rester au port. Et s'ils veulent pas, on va les secouer un peu. C'est bon. Ils vont dans leur cabine, ils nous foutent la paix pendant 3 jours. C'est bien. Non, mais c'est différentes expériences, puis on rencontre c'est des mondes à part. On est déconnectés, nous, de ce genre de monde. Ils ont des liasses de billets dans les poches. On vit pas dans on vit pas les mêmes choses. Moi, j'ai découvert le mot cabine, bateau de propriétaire quand je fabriquais des bateaux. Parce que du coup, il y avait la cabine skipper et la cabine propriétaire. Et moi, comme j'étais navigatrice, j'allais toujours, quand on me disait va dans la cabine propriétaire, j'arrivais pas en fait, je confondais systématiquement les 2 cabines. Parce que ça avait aucun sens pour moi de dire ça. Du coup, tu as promené ton client quelques temps et tu as continué après de travailler dans la voile. Ouais. Et puis ensuite, j'ai fait pas mal de différents bateaux. Je suis allé travailler sur des convoyages, j'ai fait énormément de choses dans le monde de la voile. Participer à la fabrication de beaux bateaux. C'est ça aussi l'avantage, hein, c'est quand on a des capacités, on peut au fil des escales de la vie, hein, parce que des fois on n'a pas envie de naviguer, des fois on est bien à terre. Et puis dans les périodes où je me retrouvais à terre, c'était sympa de participer à la fabrication, à la construction de grands bateaux. Quand on avait construit des goélettes, c'était sympa ces goélettes là. Des bateaux de plus de 30 mètres. C'est toujours sympa de travailler là-dessus, la conception. Et puis de rencontrer les gens qui sont à l'origine de ce projet. Bien souvent des grands rêveurs. Les goélettes ont été l'exemple. C'est que c'est des bateaux qui n'ont jamais pratiquement navigué. Beaucoup trop de temps de construction. Et puis ce sont des projets qui sont énormément onéreux et non rentables. Pour rentabiliser ça, je ne sais pas comment il faut faire. Je ne sais pas. Mais c'était des beaux projets. Ça permettait aussi de voir ce que c'est que des gros bateaux. Donc la construction déjà, surtout que c'était construit en aluminium, donc un domaine que je connais bien, c'est sympa à faire. Et puis c'est toujours des expériences nouvelles. Hein. C'est ça aussi qui est bien. Et puis aussi, il y a les périodes où j'ai fait pas mal de compétitions aussi, j'ai fait pas mal de courses. Donc ça aussi, c'est enrichissant. Oula, alors là, on arrive dans un autre univers, hein, c'est celui de la course. Quel type de course tu faisais ? Des transatlantiques, principalement. Des transats, entre autres une très belle, une transat fantastique, alors qui a eu lieu qu'une fois. C'est le départ de Lorient, Saint-Pierre-et-Miquelon, dans le golfe du Saint-Laurent, et retour à Lorient. Très belle course. Le départ c'était au mois de mai et c'était une expérience fantastique, surtout météo, parce que c'est des endroits qui sont pas faciles. C'est l'Atlantique Nord. On va se frotter au fameux mythique banc de Terre-Neuve où les pêcheurs de toute l'Europe allaient pêcher la morue, y compris nos ancêtres avec les goélettes et les 3 mâts d'arc pêcher la morue en Doris.
Et c'est des endroits où c'est des rencontres entre les courants du Labrador et du Gulf Stream. Et c'est des endroits qui sont toujours pleins de brumes, le fameux brume des bancs de Terre-Neuve, et la glace. Beaucoup de glace qui descendent du Groenland et qui viennent avec le courant du Labrador se cantonner sur la rencontre des courants du Gulf Stream, courant du Labrador, et pratiquement stagner sur les bancs de Terre-Neuve. Et on a des sacrés morceaux de glace, des icebergs, moins maintenant parce que la fonte des glaces a été spectaculaire et il y a moins de gros icebergs. Mais il y a toujours de la glace. Au mois de mai, c'est pas rare de trouver de la glace là. Le Titanic s'en souvient d'ailleurs, hein, il en avait trouvé là. C'est des endroits où il fait pas bon naviguer. Il fait toujours relativement mauvais sur ces bancs. Et ça, c'était une belle transat. Autrement, j'ai fait la route des Hortensias. Pareil, c'était une transat au départ de Concarneau, direction les Açores et retour France. Skipper d'Islande 2 fois, un aller-retour Paimpol-Reykjavik, la route des goélettes pêcheurs de morue. Donc c'était un petit hommage aux goélettes pêche à l'Islande là. Donc départ de Paimpol, Reykjavik, Islande et retour Paimpol. Ça, je l'ai fait 2 fois. C'est des courses sympas. Et d'autres, des courses, beaucoup d'accompagnement de courses aussi, Figaro, Mini Fastnet, et autrement les courses, quelques courses sur les Açores. J'avais fait les semaines de, comment s'appelait celle-là, c'est une semaine internationale des Açores, je l'ai gagné 3 fois. C'est sympa aussi ça. Puis c'est un bel archipel, avec des conditions météo pas simples tous les jours non plus. Puis autrement, les courses normales ici, les régates et tout ce qu'on a pu faire. Hein. C'est une belle époque ça. Et c'était quoi son premier bateau Critère 6. Bateau de 17 mètres. Ouais. Critère 6 aussi, c'était une belle période ça. C'était un joli bateau. Toutes les transats que j'ai fait, c'est toujours été avec mes bateaux. En course, oui, c'était mes bateaux. Avec Critère 6 d'abord, et puis ensuite avec Gwenmore. Avant cette période-là, j'avais navigué sur les Penduic. Navigué pas mal sur les Penduic. C'était la période où on a ramené Penduic en école de voile à Saint-Malo. Et ensuite, je me suis dit pourquoi pas naviguer pour moi aussi. Hein. Donc j'ai racheté ce bateau-là, Olivier de Kersauzon, puis avec, je l'ai eu quand même une dizaine d'années, que j'ai fait pas mal de choses avec. Entre autres, il aurait dû faire le premier Vendée Globe, et comme j'ai pas trouvé l'argent, j'ai vendu le bateau. Ouais. Puis c'est un bateau qui correspondait pas du tout à un Vendée Globe, c'était un bateau 17 mètres 50, il faisait 3 mètres 60 de large, c'était un bateau de prêt. Exclusivement ces bateaux qui n'étaient pas du tout faits pour les longs bords de portant dans le sud, quoi. Ils correspondaient pas du tout à un programme comme celui-là. Et là-dessus, le projet Gwenmore est revenu pour le Vendée Globe suivant. C'est comme ça que ça s'est fait. Hein. Gwenmore est né de la vente de Critère 6. Un bateau qui est né d'une passion aussi pour l'aluminium, hein, comme il est en aluminium. Et que j'avais les moyens de le construire en aluminium surtout, parce que moi je ne me voyais pas faire de la résine. Et de toute façon, si j'avais fait en composite, il serait peut-être plus là aujourd'hui. Et ça m'aurait pas permis de faire avec tout ce que j'ai fait. On serait pas allé dans la glace non plus, on n'aurait pas fait tout ce qu'on a fait avec ce bateau.
Et puis Gwenmore, c'est une aventure de la première découpe de tôle jusqu'à la mise à l'eau et au départ, 4 ans. Tous les jours, pendant 4 ans. Sans jamais louper une journée au boulot. Si, une journée de congé sur 4 ans. C'est tout ce que je me suis octroyé. Et du matin au soir, à meuler, à scier, à souder. Des kilomètres de soudure. Je crois que pour la petite histoire, ça ne dira peut-être rien, mais c'est 14 bouteilles d'argon de 13 mètres cubes. C'est énorme. Et une palette de fil à souder. Bon. Et quand on sait qu'on soude à peu près à la vitesse d'un escargot, ça te donne les longueurs de soudure. Rien que simplement sur l'ossature du bateau, sur la structure horizontale, ce qu'on appelle l'hélice, il y a 24 lisses qui sont soudées en continu sur 20 mètres. Donc déjà, là 500 mètres, là 500 mètres là. Bon. Et ça, c'est que cette partie, parce qu'après, il y a toute la partie couple, c'est l'ossature transversale du bateau, et là, c'est pareil, elle est soudée en continu. Donc si on les déplie une par une et qu'on les allonge, ça va faire quelques mètres aussi. Et ensuite, quand on a toutes les coutures qu'il y a intérieur-extérieur sur toutes les tôles, aussi bien dans le sens horizontal que vertical, plus le retour de pont sur la quille, je ne sais pas combien il peut y avoir. Donc du coup ça c'est un bateau sur lequel tu as travaillé avec un architecte pour les plans parce que tu avais une idée précise de ce que tu voulais. Au départ la coque, j'aurais bien voulu faire le Vendée Globe. Mais ça nécessite énormément d'argent que j'ai pas trouvé. Donc rapidement je me suis dit c'est pas la peine de croire à quelque chose qui se réalisera probablement pas parce que je ne le trouverai pas. L'argent, je pense que je ne trouverai pas le financement. Donc on a modifié les plans et on en a fait le bateau d'aujourd'hui qui fait 20 mètres au lieu des 18 mètres 28 du 60 pieds. Donc on a modifié les plans et ça a été rapidement fait. Et je regrette en aucun cas. J'en ai fait quelque chose de ce bateau alors qu'autrement je pouvais rien en faire. Un 60 pieds, quand il est construit, c'est destiné à la course et c'est très très difficile de le reconvertir en bateau de croisière. D'ailleurs, on n'en voit plus. On n'en a pratiquement jamais vu. Des bateaux du Vendée Globe aujourd'hui, il n'en existe pas en croisière. On n'a jamais vu un bateau comme ça. Peut-être. Bon, moi j'ai aucun exemple de bateaux qui ont fait un Vendée Globe qui ont été reconvertis en bateau de croisière. D'abord du fait de leur tirant d'eau, qui est souvent entre 3,50 m et 4 mètres, de leur quille pendulaire aujourd'hui qui bascule d'un côté et de l'autre, c'est ingérable en croisière ça. Les voiles, les mâts, on ne peut pas gérer une voile sur un bateau, sur un 60 pieds aujourd'hui, c'est 50 000 €. Une grande voile. On peut pas. Et les faire à moins, les voiles tiennent pas. Donc c'est très très cher. C'est des bateaux qui sont impossibles, hormis avec des budgets en course, autrement on peut pas. C'est ingérable ça. C'est ingérable. Et donc du coup sur ton bateau il y a des bouts d'autres bateaux. Ah oui. Après, ayant côtoyé le milieu de la course pendant très longtemps, j'ai énormément d'amis dans le monde de la course, que ce soit de Kersozon, que ce soit Francis Joyon, que ce soit Michel Desjoyaux, tous ces gens-là, je les ai côtoyés, je les connais depuis. Même je les ai vus arriver dans le monde de la voile. C'est des jeunes, je les ai vus arriver sous le Figaro, sur le Mini Fastnet. C'est des gens avec qui on a gardé des liens, parce que le monde de la course au large, on est assez solidaires les uns des autres. C'est le monde de la mer. Et puis moi à l'époque, j'avais pas de quoi boucler tout mon budget. C'était mon argent, c'est tout. J'avais pu acheter les tôles d'alu et puis c'est tout. J'avais pas le reste. Sans cette aide, le bateau serait pas là. Donc il y a une solidarité de marins aussi. Oui, oui. J'ai du pouliage en titane, qui est des matériaux qui sont plutôt destinés à l'aviation. Même on trouve ça sur les fusées, sur les avions de chasse. Une poulie en titane, c'est 1 000 €. Moi, il y en a sur le bateau, pas payer ça. C'est de la récup sur les bateaux de course. Elles ont fait un Vendée Globe, c'est mis dans des caisses. Parce qu'ils partent que sur du matériel neuf. Ils partent jamais avec de matériel d'occasion. Ils changent tout. Quand ils refont un bateau, ils gardent rien. Et j'estime que ce matériel-là pourrait très bien encore faire un Vendée Globe, voire 2 Vendée Globe. C'est la consommation, voilà. Et ça, je suis pas tombé là-dedans, moi. Et là, j'ai trouvé le mât
sur un bateau, j'ai retrouvé les winches sur un autre, les poulies sur un autre. Elles ont toute une histoire. Et la majeure partie du matériel qu'il y a sur le bateau, on peut dire même la totalité de l'armement, que ce soit le mât, les winches, les poulies, elles ont toutes 1, 2, 3, voire 4 tours du monde. C'est du matériel qui a fait ses preuves. Ben, le mât qu'il y a sur Gwenmore, c'est le mât qui a gagné le premier Vendée Globe. C'est le mât en carbone de Titouan Lamazou qui était sur Écureuil. Ouais. Toujours là ou... Ouais. Ah non, je crois que c'était ton premier mât, mais qui avait changé. Non. La baume, c'est celle de Gauthier qui a gagné le Vendée Globe, qui a été modifiée, qui a été rallongée, qui a été... Bon, elle n'a plus rien à voir avec la baume d'origine, mais bon, c'est ça. Ben, les winches qu'il y a, les moulins à café, ça vient de... C'est le bateau de Kersozon, c'est le bateau, celui-là, c'était la Lyonnaise, ouais, qui a gagné le Jules Verne. Et Francis Joyon avait dû gagner avec ce bateau-là. Il a dû faire un Jules Verne ou un tour du monde en solo. Un tour du monde en solo. Et c'est le bateau lequel il s'est échoué auprès de Pinmar. Et ça, c'est des morceaux qu'on a pu récupérer sur le bateau, quoi. Mais tout est comme ça. Mais même au-delà de leur histoire, du coup, bah, il y a un côté où aujourd'hui encore plus ça s'accentue, ça s'accélère. Dans la course au large, mais pas seulement, dans la plaisance aussi, on est à la course au matos tout neuf, tout beau qui brille. Ah non, mais rien. Et ça a du sens aussi, ce que tu as sur ton bateau à toi. Et ça, c'est encore capable, parce que là, ce matériel, pour certains, comme moi je les ai achetés, entre autres, tout le pouliage, ça venait du bateau de Bruno Perron, qui avait fait le trophée Jules Verne. Et avant, ce bateau-là avait déjà fait au moins un tour du monde, donc il en avait déjà 2. Enfin, c'est du matériel qui avait au moins 2 tours du monde. Et moi, en équivalent en 1000, bah, je suis peut-être à 3 tours du monde. Là, du matériel qui a fait 5 tours du monde. Et qui est encore en état de naviguer et de refaire un tour sans aucun problème. C'est du matériel qui est extrêmement résistant. Bah, il n'y a pas mieux, quoi. Et je vois pas pourquoi aller toujours à la course au matériel neuf, quoi. Et c'est ce qui se passe hein, sur 3/4 des bateaux. Bah, c'est du recyclage. Moi, j'ai fait que ça. Le premier jeu de voile, ça a été que du recyclage. Moi, j'ai récupéré les voiles sur un bateau, sur un autre. Et les 5 ou 6 premières années de navigation, moi, c'était qu'avec du matériel d'occasion. J'avais rien de neuf dessus. Après, j'ai eu les moyens pour me faire acheter du matériel neuf, des voiles neuves. Mais c'est tout. Hein. Je n'ai acheté que les voiles neuves sur mon bateau. Je n'ai rien acheté d'autre. Hein. Bah, d'abord, c'est la première grand voile que j'ai achetée. Et la première voile d'avant, qui est un Solent, c'est les 2 seules voiles que j'ai achetées sur le bateau. Le reste, c'est que de la récup. Hein. Bah, ça a encore un sens hein, de récupérer. Elles sont mieux sur mon bateau à servir que dans un conteneur à pourrir, comme beaucoup de matériel de course. Hein. Là, surtout que ce soit à la Trinité-sur-Mer, que ce soit à La Rochelle, que ce soit à Lorient, il y a des conteneurs entiers de matériel qui finiront à la déchette. D'abord, c'est pas utilisable sur n'importe quel bateau. Et puis même moi, des fois, quand je leur demande, ils veulent vendre ça hors de prix. Donc il y en a certains qui... Moi, j'accepte pas. Le matériel qui a été rentabilisé, payé par les sponsors, ils peuvent quand même faire un effort. Donc on dit souvent un marin, un bateau. Donc toi, ton bateau, tu l'as réfléchi pour ton programme. C'est comme ça qu'on dit dans le jargon. Ouais. Donc c'était quoi le programme? Ben, moi, après, c'était... après l'abandon de la possibilité de faire le Vendée Globe, je me suis tourné vers la possibilité peut-être de faire la route du Rhum, Québec-Saint-Malo. Et je me suis retrouvé dans une transition entre 2 mondes de la course au large. C'est-à-dire que on a rejoint pour les bateaux la fameuse classe IMOCA, donc limitant la taille des bateaux à 18,28 m. Et ça, pour toutes les courses. On n'avait plus le droit de dépasser, d'aller au-delà des 18-28. Donc moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, le bateau 20 mètres aujourd'hui, j'en ferai rien. Puisque je peux même plus courir ni le Rhum, ni Québec-Saint-Malo. Reste à trouver les financements. C'est là que je me suis tourné vers les expéditions, hein, pour financer le reste du bateau. Parce que sinon, jamais j'aurais pu le finir. Hein. Et c'est comme ça que j'ai commencé sur les expéditions sur le Grand Nord. Voilà. C'est le départ. Et on suivit 5 expéditions dans le Grand Nord. Voilà. Donc tu as commencé en promenant des gens sur leur bateau et tu as continué quelques Ah, années plus tard en promenant des gens sur ton bateau. Ouais, la vengeance. Non,
C'est une longue histoire, hein. C'est toujours fait aussi d'opportunités. On saisit ou on saisit pas. Moi j'ai eu de la chance, je m'en suis toujours à peu près sorti. Ça aurait pu être l'inverse, hein. J'aurais pu ne pas rien trouver, puis d'avoir un bateau qui reste au fond d'un port à Saint-Malo, puis que je n'aurais jamais pu faire naviguer parce que j'avais pas les moyens de finir. Parce que quand je vois les moyens financiers que j'ai mis pour le bateau, aujourd'hui c'est ridicule. C'est ridicule l'argent que j'ai mis dans le bateau. À part mon investissement personnel, l'argent, quand on fait la totalité des factures que j'ai payées pour faire le bateau, c'est rien. C'est rien. C'est le prix d'un bateau de 12 mètres 9. Et encore, je suis même pas sûr que je me paierai un bateau de 12 mètres 9 avec ce que j'ai mis dedans. Mais le reste, c'est du travail, c'est aussi de la débrouille, c'est aussi la chance d'avoir récupéré du matériel à pas très cher. Parce qu'un aimant en carbone, aujourd'hui, c'est 100 000 euros. Hein. Bah, moi, c'est très loin des 100 000. Hein. Ça a été un prix d'amis pour rien. Quoi. C'était même pas le prix de deux ridoirs, si ça se trouve, à l'époque où je l'ai payé. La baume, c'est pareil. La baume, c'est cadeau presque. Et une baume comme ça, c'est 20 000 euros. Hein. Et les winches, rien que ceux qu'il y a dans le cockpit, là, la colonne avec les deux gros winches de côté, c'est 25 000 euros. Et moi, j'ai payé ça peut-être 10% du prix, j'en sais rien. Sans ça, on est incapable de se payer ce matériel neuf. C'est même pas possible. Et alors donc ces expéditions? C'est surtout à destination du Grand Nord, destination des zones polaires. Et ça, je suis allé 5 fois là-haut. À proximité du pôle, la dernière position qu'on a eue, c'était en 2014, à moins de 1000 km du pôle Nord. C'est quand même pas mal. C'est sympa. 81 degrés 40. Moins de 900. Arrêté par la banquise, pas de chance. Tant pis. Ça pour une autre fois. Et puis la banquise, quand on la voit, il faut mieux se barrer, quoi. Il faut pas rester. Parce qu'il y a la partie banquise, glace pratiquement continue. Et avant la banquise, on a le flot. C'est-à-dire qu'il y a une densité de glace qui peut aller de 20 à 50%, 70%, 80% jusqu'à close. Donc elle est fermée. Et quand on est là, on a des rencontres de courant, des rencontres de vent, des rencontres de mer différentes où on risque de se faire avoir. Donc il faut abandonner, il ne faut pas chercher à comprendre. Une densité de 50%, c'est bon, on arrête. Parce que ça peut aller très vite. La banquise peut se refermer derrière le bateau sans crier gare. Et ça peut être 1 kilomètre derrière toi. C'est quand tu fais demi-tour que tu te poses la question, là maintenant c'est fermé. Passe plus, terminé. Donc il faut être prudent. Quand on voit le flot qui dévale, on fait demi-tour, on s'en va, quoi. Surtout que le bateau c'est pas un brise-glace, on n'a pas de puissance pour pousser la glace, donc c'est bon. Voilà. Du coup, tu as promené des touristes? Touristes, scientifiques, glaciologues et surtout le monde de l'ornithologie, des oiseaux. On a beaucoup refait de planches différentes d'oiseaux, surtout les oiseaux nicheurs du Grand Nord. Parce que les oiseaux qu'on voit là-bas, c'est pas des espèces qu'on voit ici. On les voit en plumage intermédiaire, on les voit jamais en plumage nuptial. Donc ce qui est intéressant, c'est de les voir sur leur lieu de nidification en plumage nuptial. Ils sont très beaux en plus, ces oiseaux. C'est des plumages qui n'ont rien à voir avec leur plumage d'hiver, quoi. Et ça, pour mettre à jour toutes ces planches-là, il faut aller sur place. Donc c'est ce que j'ai fait. Les mammifères marins, l'étude de la glace, des courants, des températures. Et tout ça, c'est des données qui étaient retransmises à l'Institut polaire, entre autres, au Muséum d'histoire naturelle pour les données naturalistes, surtout sur les oiseaux, puis les mammifères marins. Et aussi sur l'étude de la glace avec l'Institut polonais de Varsovie. On leur donnait tous nos relevés qu'on faisait nous. La distance des fronts glaciaires par rapport à des points donnés.
pour voir l'évolution de la fonte de glace et l'avancement des glaciers par rapport au point donné, parce qu'on a un point GPS et on calcule au radar la distance pour voir l'avancée du front. Donc toi, ton rôle, tu amènes des scientifiques et tu accompagnes aussi dans le travail. Ouais. Ce qui est intéressant. C'est une partie très intéressante. On participe aux travaux aussi, hein. Puis moi, ça m'a permis aussi de renforcer mes connaissances, hein. C'est toujours sympa. Hein. Et puis aussi, d'année en année, on rencontre, on noue des amitiés, hein, parce que ce sont des petites communautés, des scientifiques. Hein. Là-bas, il y en a pas, ils sont pas des milliers, hein, c'est quelques dizaines. Donc, suivant les années, on retrouve même souvent les mêmes. Et c'est sympa. Puis on a aussi les locaux. On a noué quelques amitiés avec les Norvégiens, qui sont pas toujours très faciles d'approche, mais bon. Il y a des personnes que j'ai rencontrées jusqu'en 2014, je les ai rencontrées à chaque fois. Parce qu'ils sont là-bas, soit en temporaire, soit qu'ils sont en saisonnier. C'est sympa, c'est une belle aventure, le Grand Nord. À vous d'y aller le prochain coup. Hein. Du coup, ces scientifiques-là qui t'ont poussé à regarder les oiseaux, et il y a une petite histoire, petite histoire oiseau pour maintenant. Non, moi c'est tout gamin, les oiseaux. C'est une passion depuis que je suis enfant. Qui m'a valu quelques corrections de la part de ma mère ou de mon père. Parce que j'étais dans une région où il y a le passage des grues, des régions de l'Est de la France, dans le département de l'Aube. On se trouve sur la route d'émigration des grues qui partent vers l'Afrique et qui faisaient escale pour la nuit dans la campagne juste au-dessus de notre maison. Et moi, quand je les entendais, j'avais peut-être 5-6 ans. Je les entendais, je ne savais pas ce que c'était. Puis je m'étais barré de la maison, passé sous le grillage, j'étais allé voir. Tu vois, c'est des grandes bêtes. Hein. Et ça a commencé comme ça. Et puis après, c'était de plus en plus loin. J'avais 7-8 ans, 10 ans. Quand les gens me voyaient dans la campagne, chercher les nids de pies, aller voir les nids de corbeaux, aller voir les petits renards qui jouent dans les terriers. Les oiseaux, il y en avait partout. Bon, j'ai vécu une époque où c'est pas la campagne d'aujourd'hui. Hein. Il y avait quand même une grande variété, puis il y a un nombre impressionnant d'oiseaux. Ce qui m'a valu de la part de certains agriculteurs rapporteurs des remontrances quand je rentrais à la maison. Tu te rends compte où on l'a vu? Faut pas vous taire, non? Et puis à l'époque, je courais beaucoup, donc je faisais de la route. Hein. Ouais. Il y a toujours quelque chose à voir, c'est intéressant la campagne. Et c'est ma passion est née de là, des oiseaux. Et puis au fil des années, ça a continué. Et encore aujourd'hui, on s'occupe encore des oiseaux aujourd'hui, avec grand plaisir. Moi, c'est par militantisme, c'est aussi la disparition des espèces. Nos bons gouvernements successifs qui ne s'intéressent absolument pas du tout à la biodiversité, qui disent on fera tout pour la biodiversité, c'est archi faux, ils font l'inverse. Donc mon engagement, il était aussi du fait de mon arrêt un peu forcé pendant quelques années où je ne pouvais plus naviguer. Donc j'ai rejoint les rangs de la LPO et j'ai pris quelques responsabilités. Maintenant, je suis vice-président de la LPO Bretagne. Et avec une particularité pour moi, c'est de m'occuper de toute la question juridique. Donc aussi bien sur la destruction d'espèces protégées que des atteintes environnementales. Donc ce qui me vaut des volets de bois vert de la part des élus et des préfets, mais ça je m'en fiche complètement. Ils vont pas m'arrêter. Et malheureusement aujourd'hui on a énormément de manque de bénévoles. Et ça c'est triste. C'est qu'on n'a pas d'engagement militant. C'est qu'aujourd'hui le militantisme fait peur. D'abord dans les hautes sphères de l'État on apparente le militantisme plus à du terrorisme. Et ça je trouve que c'est dégueulasse de faire ça. On n'a pas le droit de faire ça. Tu as le droit de militer pour une cause, mais pas de te faire traiter de terroriste. Ça, moi, j'ai horreur de ce genre de choses. Et ça dessert absolument tout ce qui est bénévolat. Les gens, aujourd'hui, ont peur de s'investir pour une cause. Ah oui, mais je dis, mais le mot militant vous fait peur ou quoi? Et ça me désole. Je comprends pas. Et ça, je suis vraiment déçu de cet état de fait d'être apparenté à des écolos terroristes. Je comprends pas ça. Alors c'est facile de stigmatiser les gens. Hein.
Et ça marche bien. Parce qu'il y a même une partie de la population qui était, je pense, plus ou moins acquis à nos causes, aujourd'hui, qui ont peur. À la limite, même qui nous en veulent. Vous ne vous rendez pas compte, vous empêchez le progrès. Moi j'entends ça aujourd'hui, ça me fait peur. Je me dis, mais maintenant ils peuvent faire tout et n'importe quoi. Personne n'en dira plus rien. Bon. Et ça c'est pénible. J'espère que ça va évoluer, mais j'ai pas peur que non. Et puis notre bon gouvernement aussi, qui ne fait que de voter des lois assassines envers la biodiversité. Moi j'ai assisté à plusieurs réunions où je leur ai dit, biodiversité, je veux plus de l'entendre dans vos bouches, ça ressemble plus à rien. Vous parlez de biodiversité, pourquoi? Pourquoi vous parlez de biodiversité alors que vous faites tout à fait l'inverse? Vous êtes en train de tout bousiller. Je dis, c'est pas possible. Et ça, malheureusement, je ne sais pas si on en avait parlé, on avait convoqué les responsables de la LPO Bretagne par le président de région pour réfléchir à l'implantation des éoliennes en milieu forestier. La dernière connerie à la mode de la région Bretagne. Implanter des éoliennes en milieu forestier. Qu'est-ce qui va rester de la forêt? Rien. Quand on aura planté dans la forêt de Lanoué, où ils veulent planter ça, on aura planté les 60 éoliennes là-dedans. Qu'est-ce qui va rester? La biodiversité, qu'est-ce qui lui reste là? Rien. Le bruit des éoliennes qui tournent la nuit, massacre pour les chauves-souris, et puis toute l'infrastructure qu'il y aura dans la forêt, c'est pas possible d'accepter ça. Donc, on verra si ce projet ira au bout ou pas. On a un truc joyeux pour la fin? Oui. Joyeux, je sais pas si on peut être joyeux, j'en sais rien. C'est faire confiance aux jeunes qui viennent aujourd'hui, qui se battent pour sauver ce qui reste. Parce que moi, bien souvent, on me pose la question, on fait quelques conférences, vous vous rendez compte de tout ce qui a disparu? Je dis, ce qui a disparu, ça a disparu. Qu'est-ce que vous nous cassez les pieds avec ça? Sauvons ce qui reste. Mais j'en ai même pas capable de sauver ce qui reste. Je dis, comment voulez-vous voir foi en quoi que ce soit? Parce que l'espèce disparue, elle est disparue, c'est parti, c'est fini. Qu'on pleure, ok, on a du chagrin, elle reviendra plus. Mais au moins, les espèces qui restent, aidons-les, sauvons-les. Alors ce qu'il y a, c'est qu'il y a des points aujourd'hui où on a créé des réserves naturelles. Je pense qu'ils vont devenir vraiment des réserves naturelles. Mais si la biodiversité ne reste que dans des enclos, ça me laisse un peu... Bon, on va sauver les espèces, mais à quel prix, quoi? J'espère qu'elles ne seront pas que dans des zoos, quoi, ou dans des réserves. Et ça, c'est craignos, quand même. Même la montagne, aujourd'hui, est comme ça. La montagne, la biodiversité en montagne, elle disparaît petit à petit. Et subsiste maintenant dans les grandes réserves naturelles, mais c'est tout. En moyenne montagne, aujourd'hui, la biodiversité, il y a de sérieuses atteintes. Alors espérons que les générations futures, ceux qui vont devenir actifs dans la décennie, c'est eux qu'il faut qu'ils se battent. Parce que nous, quand on aura disparu, j'espère qu'il y aura des gens qui vont prendre la suite. Et c'est la jeunesse aujourd'hui qu'il faut qu'ils disent, écoutez, vous allez nous laisser quelque chose quand même. Vous n'allez pas tout casser, quoi. Et j'espère qu'il y en aura. On verra. Lors de notre passage à Tréguier, Gohenmor était le voisin de ponton de Passepartout. Mais un bateau à l'eau, ce qui pourrait sembler anodin, ça ne l'était pas. Après une fortune de mer en 2015, Gohenmor a été immobilisé pendant plusieurs années. Des années de combats juridiques pour finalement aboutir à la décision de Jean-Claude de réparer lui-même son navire et d'éviter ainsi de laisser la situation traîner pendant des années. Cela aura probablement abouti à laisser Gohenmor se terminer en épave sur un terre-plein. Après le combat juridique, c'est un chantier éprouvant de plusieurs années que Jean-Claude a mené, entre période de confinement, pénurie de matériaux, complications techniques. Le retour à la mer de Gohenmor est donc, une fois encore, l'aboutissement d'un travail acharné. Aujourd'hui il flotte, il a son mât, et nous espérons très bientôt le voir sous voile. Vous pourrez en savoir plus sur le projet de Gohenmor sur son site internet qui va bientôt être mis en ligne, et d'ici là, sur la page Facebook qui porte bien son nom, Gohenmor ou le retour à la mer.
Voyage en patrimoine, c'est un podcast dont vous venez d'écouter le premier épisode. Mais pas seulement. C'est aussi des vidéos sur notre chaîne YouTube. C'est surtout un magazine, dans le sillage des étoiles. Un magazine pour enfants ou adultes ados au choix. On y parle culture maritime, culture scientifique, culture historique, culture artisanale, culture tout court. C'est avant tout un regard et une curiosité permis par la lenteur et l'imprévisibilité d'un voyage à la voile. Retrouvez toutes les informations sur notre site internet voyageenpatrimoine.fr. On vous dit à très bientôt pour une nouvelle escale de vie.